Welcome back. So, from ice cream makers, thanks Jim, to weaponry. Now, what have we got Alors, today, Clive, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons un vétéran de plus de 75 guerres, le fusil d'assaut AK-47. Regardez cette splendeur, c'est magnifique. Et nous en avons 10 000 à vendre aujourd'hui. The phone lines are open, Les lignes folks, sont so ouvertes, give us a call. appelez-nous. If Et you si call vous appelez within dans an l'heure, hour, vous gagnerez en plus l'équivalent $50 d'un an de munitions a year's gratuites. worth of free ammunition. Vous vous demandez peut-être si c'est compliqué à utiliser? Pas du tout. D'après vous, ils ont quoi, les enfants soldats au Libéria ou en République démocratique du Congo? Not one of Pas these. ça quand même. Et si, ils utilisent les AK-47. Well, I tell you what, we've got Sam in Alors, studio nous now. avons Sam avec nous en studio pour une Okay, Sam, démonstration. take your own time Vas-y, whenever you're Sam. ready. Wow, that is C'est très impressionnant. seriously Alors, impressive. vous Now, avez aimé? like what you've just Téléphonez seen maintenant. there, Get phoning. I personally think that is very, very impressive. Bienvenue dans la face obscure de la mondialisation. Le commerce des armes. 700 millions d'armes légères en circulation. 14 milliards de balles produites chaque année. 2 pour chaque être humain. Une production exponentielle. Un commerce opaque. Étranger à toute considération morale. Les armes équipent les milices, permettent les crimes de guerre, les viols, les soumissions des populations par les dictatures, l'écroulement de sociétés entières, en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie. Enquêter sur le commerce des armes, c'est forcément poser les questions qui dérangent. Pourquoi la France continue-t-elle d'armer la République de Guinée malgré les massacres de civils ? Pourquoi les intermédiaires ou trafiquants échappent-ils si facilement à la justice internationale ? Italian justice says that I am not guilty in anything, and they let me free. D'où viennent les milliers d'armes qui violent l'embargo en République démocratique du Congo, malgré 4 millions de morts en 10 ans ? Et pourquoi seuls les États-Unis s'opposent-ils à un projet de traité mondial sur le commerce des armes ? We do not support the promotion of international advocacy activity by international or non-governmental organizations. Ces questions sont aussi posées par une coalition de citoyens et d'ONG ayant décidé de réveiller la communauté internationale et de contrôler le commerce des armes. Des rêveurs, des naïfs, pas vraiment. Ce réseau citoyen utilise des moyens d'enquête dignes des services secrets pour révéler les trafics et désigner publiquement les gouvernements irresponsables. Ils ont accepté de nous dévoiler une partie de leur méthode. Nous avons suivi la piste des armes, un voyage qui nous a menés sur la trace des trafiquants, au cœur du conflit le plus meurtrier de la planète, en Afrique, mais aussi dans une guerre plus feutrée, à l'ONU, où les ONG ont convaincu 153 pays de rédiger un traité international que quelques nations tentent de bloquer. Citoyens contre marchands d'armes. Histoire d'une bataille planétaire. Salon de l'armement Millipol, Paris, 2007. Pour ceux qui en douteraient, le commerce des armes se porte bien. Un marché de plus en plus mondialisé, à l'image des 120 pays représentés dans ce salon. On exporte en Angleterre notamment, dans tous les pays du Golfe bien évidemment, et puis en Australie, en Nouvelle-Zélande. En France, en Espagne, en Allemagne, au Moyen-Orient. En Afrique, Oui.
Le Millipol, c'est l'un des grands rendez-vous officiels du marché de l'armement. Les clients sont les forces de police, les armées régulières. Un marché légal et contrôlé, même si tous les arguments sont bons pour vendre. C'est quoi le message de cette affiche derrière, d'après vous? Laissez libre votre imagination. Et ça se vend dans le monde entier? Aux pays OTAN et aux pays amis, oui. Pas aux pays non amis. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la vente des armes est réglementée, on a une conscience. Le business des armes, c'est au bas mot 1200 milliards de dollars par an. Côté exportation, les États-Unis se taillent la part du lion. Suivent la Grande-Bretagne, la Russie, la France, Israël et l'Allemagne. Mais depuis quelques années, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Iran, le Japon ou encore le Pakistan sont devenus les nouveaux acteurs de ce commerce florissant. Benoît et Leïla ne sont pas venus pour acheter, mais pour récolter des informations pour l'organisation Amnesty International. Voilà, moyenne. Et là, noir, c'est quoi? C'est l'occasion ici à Millipol, on a un concentré de mètres carrés de voir beaucoup d'armes. Et ça, c'est du 40 mm. Ouais, c'est du 40, mais ça y est, ouais, j'ai retenu. Vous pouvez me dire ce que c'est comme arme? C'est du 7,62. Donc il y a 6 tubes. Ça tire entre 3000 et 6000 coups à la minute. Après, ça dépend du réglage. Vous avez différents réducteurs qui sont montés sur le moteur qui permettent de changer la cadence de tir en fait. Et c'est une arme qui sert surtout en fait à faire un tir pas de précision mais de saturation. Et donc ça permet, bon, entre guillemets, ça fait baisser les têtes et ça permet de se dégager des situations ennuyeuses. La présence de Benoît dans ce salon n'est pas anodine. Il est un enquêteur chevronné depuis 10 ans au service d'Amnesty International. Benoît fait partie de ce réseau mondial et citoyen en campagne pour la signature d'un traité international sur les ventes d'armes. En effet, contrairement à ce que les fabricants et les États affirment, de plus en plus d'armes circulent aujourd'hui sans aucun contrôle et alimentent des conflits et des violations massives des droits de l'homme. Il y a des États qui ont compris l'avantage que ça avait de transférer des armes sans que ça se sache, parce que quand nous on le sait, nous ONG, et que ces armes sont vendues à des acteurs irresponsables, eh bien on en profite pour le dire haut et fort. Et de tels pays, par exemple, je pense à la Chine, la Russie, qui ont exporté du matériel au Soudan, en République démocratique du Congo, là où il y a des centaines de milliers, voire des millions de morts pour la République démocratique du Congo. Donc vous imaginez bien que ces pays-là n'ont pas intérêt à voir leur nom affiché dans les rapports d'Amnesty International ou d'autres ONG. Enquêter sur la circulation des armes et sur leur usage, c'est l'une des missions que s'est donnée Amnesty International. Ce matin-là, dans les bureaux parisiens de l'organisation, de jeunes bénévoles sont venus apprendre à tracer la piste des armes. En ce moment, vous êtes à Paris, mais bientôt, vous serez sur le terrain. Arrivée de Londres le matin même, cette jeune femme est une chercheuse spécialisée qui collabore régulièrement avec Amnesty. Elle ne souhaite pas être filmée. Nous l'appellerons Sonia. Beaucoup d'entreprises auxquelles nous nous intéressons sont extrêmement puissantes. Et nous ne voulons pas qu'elles s'intéressent trop à nous. Nous préférons rester discrets et faire notre travail de protection des droits de l'homme. La campagne pour le contrôle des armes se base d'abord sur des méthodes d'enquête précises. Partout sur la planète, les massacres laissent des indices de l'usage abusif des armes. Ici, on apprend à décrypter ces indices. Si vous êtes sur le terrain et que vous ramassez une grenade lacrymogène, vous pouvez prendre une photo comme celle-ci. C'est très joli. Mais on ne sait pas si la grenade est grande comme ça, ou bien vous pouvez prendre une photo comme celle-là, qui est beaucoup plus utile.
Sonia va maintenant montrer comment une simple photo peut aboutir à des révélations spectaculaires. On a travaillé avec un photographe qui s'en allait au Darfour et il nous a envoyé ce cliché d'un lance-grenade. Une simple photo envoyée par un journaliste photographe. Une photo prise au Darfour, cette province du Soudan où 200 000 personnes ont été tuées et 2 millions déplacées. Un détail de ce cliché va intéresser les enquêteurs d'Amnesty International. Le numéro de série était QLZ87. Il s'agissait de lance-grenades fabriquées par Norinco, une compagnie chinoise. Une arme chinoise au Darfour. Depuis mars 2005, un embargo de l'ONU interdit pourtant toute livraison d'armes dans la région. Si la Chine l'a exportée après cette date, c'est une preuve de sa possible implication dans ce conflit. Nous avons réussi à prouver que ce type particulier de lance-grenade est un nouveau modèle et qu'il a été fabriqué et exporté après l'entrée en vigueur de l'embargo. La Chine sait-elle que les armes qu'elle vend au Soudan atterrissent entre les mains des bandes armées responsables des massacres au Darfour? Comme toutes les informations recueillies par les enquêteurs de Control Arms, cette photo a été traitée à Londres où se trouve le siège d'Amnesty International, le QG de la campagne. Brian Wood est un expert en armes réputé sur toute la planète. Il est un peu le papa de ces jeunes chercheurs. C'est ici et sous son contrôle que sont écrits après de multiples vérifications les rapports d'Amnesty International dénonçant les ventes d'armes à des régimes violant les droits de l'homme. Avec d'autres ONG, Brian Wood a lancé il y a quelques années l'idée d'un traité international pour contrôler les ventes d'armes. Ce que nous croyons, c'est qu'un traité efficace sur les armes doit avoir des règles d'or. Par exemple, les transferts d'armement ne devraient pas être autorisés si ces armes risquent d'être utilisées pour des violations massives des droits de l'homme. D'autres photos prouvant des ventes d'armes chinoises au Soudan, malgré l'embargo au Darfour, ont été analysées par l'équipe de Brian Wood. Amnesty International a des informations régulières sur ces livraisons d'armes au Darfour. Là, ce sont des compagnies privées auxquelles fait appel le gouvernement du Soudan et elles amènent des armes au Darfour. Ici, elles sont en train de les décharger sur des camions militaires. Est-ce que le Conseil de sécurité agit? Non, parce que c'est la Chine qui est derrière tout ça. En 2007, Amnesty International publie ces images et d'autres preuves attestant de la présence de matériel chinois au Darfour. Une région du Soudan théoriquement soumise à un embargo strict de l'ONU. Devant le tollé international, la Chine est forcée de sortir de son silence. Elle nie en bloc, sans répondre aux révélations précises de l'ONG. Nous respectons scrupuleusement les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui interdisent d'exporter des produits militaires au pays et aux régions soumises à des embargos sur les armes. Voilà pourquoi patiemment, dans tous les salons d'armement du monde, les bénévoles de Control Arms constituent des bases de données faites de milliers de photos, permettant de tracer les armes grâce à leur numéro de série. Au salon Millipol, le fabricant du lance-grenade retrouvé au Darfour, l'entreprise chinoise Norinco, est évidemment bien en vue. Vous vendez partout dans le monde? Non, ça dépend des règles des pays. Pas partout. Juste aux acheteurs légaux. Mais par exemple, vous ne vendez pas d'armes au Soudan? Nous suivons les règles de notre gouvernement. S'ils nous autorisent à vendre, on vend. Sinon, on ne vend pas.
La Chine est en train de devenir l'un des exportateurs d'armes les plus importants, les plus opaques et les plus irresponsables, affirme le rapport d'Amnesty. Selon l'ONG, les armes chinoises ont contribué à entretenir des conflits brutaux dans certains pays d'Afrique, tels que le Soudan ou la République démocratique du Congo. Mais les Chinois ne sont pas les seuls à être accusés par les enquêteurs de Control Arms. Certains transferts d'armement récents mettent aussi en cause la responsabilité des États européens. Ces images amateurs tournées en République de Guinée, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, ont conduit les enquêteurs de Control Arms à poser cette question. Qui arme le régime guinéen ? Nous sommes en janvier 2007, lors d'une marche pacifique. Les manifestants réclament une amélioration des conditions de vie. Après des mois de grève générale, les responsables syndicaux comme Madame Badialo ont appelé à cette marche. Aujourd'hui, celle qui préside la plus grande organisation syndicale de Guinée a encore du mal à revoir ces images. Ce jour-là, la population réclame le changement. Au pouvoir depuis 25 ans, président à vie, le général Lansana Conté est à la tête d'un pays à la dérive. Privée de tout, la population, jeunesse en tête, demande depuis des années une amélioration du quotidien. Ce jour-là, ce sont des dizaines de milliers de manifestants qui déferlent dans Conakry, la capitale, sans aucune violence. Des femmes, des enfants, une foule en liesse qui fraternise avec les forces de l'ordre. Ils n'avaient ni bâton, ni cailloux, ils n'avaient rien à main. Quand ils sont venus trouver les chars, ils ont chanté l'hymne national. Et puis tout bascule. Toute la journée de ce 27 janvier 2007, les forces guinéennes vont faire feu à balles réelles sur la foule des étudiants et des familles qui manifestaient. Les forces de l'ordre, équipées en grande partie par des pays européens, laisseront au moins 150 morts et des centaines de blessés selon les ONG. Suivront 4 mois d'état d'urgence, de rafles et d'assassinats, en tout plus de 300 morts selon l'opposition démocratique, uniquement des civils pacifiques. Ça, au moins pendant 4 mois, nous avons vécu comme ça. Nuit et jour, les balles, ça crépite partout. Tu ne sais pas où les balles perdues, où ils vont tomber. Sur des pauvres innocents. Mais voilà, c'est la preuve. Je vous ai dit, ça tombait sur les toits. Voilà. Ça, c'est des balles réelles. Voilà. Je pense que tous ceux qui ont donné des armes, ça devrait peser sur leur conscience pour dire non. Au moins qu'on puisse faire une enquête pour savoir qui a tué, pourquoi il a tué, qui lui a demandé de tuer. Le régime n'a fait aucune enquête, aucun responsable n'a été inquiété, le général Conté n'a donné aucune explication. En République de Guinée, le bain de sang de l'hiver 2007 est une affaire classée. Comme souvent en Afrique, la communauté internationale ne s'est pas émue outre mesure. Mais pour l'organisation Control Arms, c'est un symbole de plus. Il faut exiger un traité mondial qui conditionnerait les ventes d'armes à un respect minimum des droits de l'homme. Qui arme le régime de Lansana Conté? Retour à Amnesty International. Sonia explique aux futurs chercheurs comment elle a travaillé sur ce cas, grâce notamment aux images du massacre. Une autre vidéo a circulé sur Internet. Elle montre la répression dans un autre quartier de la ville.
Ce sont des expatriés occidentaux qui filment depuis le toit d'un immeuble. Ça tire, il y a des hommes à terre là. Prends la photo là-bas. Ouais, j'ai tout. Prends la photo là, le gamin qui se fait tuer. Je l'ai. Ils sont en train de massacrer par terre, le mec. Oh, le gamin. J'ai filmé, c'est bon. Putain, la vache. Ouais, je crois qu'il est mort, le type. Il est mort, le gamin. Bah, il bouge plus, hein. Ah, putain, le gamin, il est mort. Et il y en a avec un L'indignation passée, le travail d'enquête commence. On pourrait commencer par exemple à s'intéresser aux véhicules qui ont été utilisés dans ces événements. Vous voyez, les forces de sécurité font feu sans distinction sur les gens depuis ces véhicules. Alors, d'où viennent-ils? Par exemple, si vous regardez ce camion bleu sur le film, est-ce que vous arrivez à l'identifier? C'est sur l'une des bases de données patiemment nourries par les activistes que se trouve peut-être la réponse. Sonia est très discrète sur le sujet. C'est un genre de base de données privée auquel on a accès et qu'on utilise dans la communauté des ONG. Il faut que tu actualises. Ouais, je sais pas, en haut, regarde, en haut, t'as pas un truc genre champ de recherché ou champ de recherche, je pense rien. Y'a rien. Mais comment elle a fait tout à l'heure alors? Non, c'est plus au niveau des roues qu'il faut regarder. On n'a pas d'autres, ça? Ouais, excusez-moi, ça tire, il y a des hommes à terre. Est-ce qu'a priori, vous trouvez ça très difficile, le travail que fait la jeune femme qui est avec nous aujourd'hui ou... C'est énormément de temps pour des résultats qui avancent très très lentement. Mais je pense que oui, on peut avoir... Le problème, c'est qu'on doit vérifier toutes les sources plusieurs fois. C'est plus ça le problème. Je crois que je l'ai. Ce serait pas lui. À mon avis, ça peut être la même définition, mais je sais pas si c'est le même... En fait, sur la recherche que j'ai faite, Vous vous débrouillez très bien. Je vais vous faciliter la tâche. Je vais vous montrer de quel véhicule il s'agit. Sur cette photo, ils ont enlevé la roue de secours, donc c'est pas évident du premier coup d'œil. Mais à part ça, on voit que c'est le même véhicule. Premier élément de l'enquête, pour tirer sur la foule, les forces guinéennes ont utilisé un camion Mamba de fabrication sud-africaine sous licence anglaise. Comme pour l'enquête sur les armes chinoises au Soudan, toutes les informations concernant les massacres en Guinée ont été centralisées à Londres. Après les tirs contre les étudiants guinéens, Hélène, une enquêtrice très expérimentée, s'est intéressée à ceux qui fournissent fusils et munitions au régime du général Conté. Parce qu'elle a accès au registre des douanes de l'ONU, où les États déclarent leurs exportations, parce qu'elle connaît les codes qui changent selon le type d'armement, Hélène a pu remonter certaines pistes. Si on prend la catégorie armes à feu, les pays fournisseurs sont le Canada, le Portugal, la Suisse, la France et la Turquie. La France, par exemple, sur la période 2003, 2004, 2005 et 2006, a fourni à la Guinée des équipements sous la catégorie cartouches pour fusil, pour un montant d'environ 6 millions de dollars. Business as usual. Année après année, les ONG ont pourtant dénoncé les violations des droits de l'homme en Guinée. Un traité mondial efficace sur le commerce des armes pourrait interdire d'équiper ces dictateurs qui tirent sur leur peuple. Pour Brian Wood, le rôle de certains pays européens est inexcusable. Ils font passer l'argent avant la vie des gens. C'est ça qui ne va pas avec le commerce des armes aujourd'hui. Dans le cas de la Guinée, ce n'est pas une situation de guerre, ce n'est pas un conflit armé. Ce sont juste des manifestants pacifiques qui sont réprimés par un gouvernement, alors que les gouvernements comme celui de la France arment le régime qui commet ces violations.
Nous avons contacté à plusieurs reprises les autorités françaises pour avoir leur position sur les ventes d'armes au régime du général Comté. Malgré de nombreuses relances, ni le ministère des Affaires étrangères, ni surtout le ministère de la Défense n'ont accepté de commenter ces ventes jugées irresponsables par les ONG. Recueillir des faits et des preuves matérielles, la méthode du réseau Control Arms est implacable. Elle peut aussi s'avérer risquée. En République démocratique du Congo, par exemple, le secteur couvert par Benoît Murachol. Oui, c'est dangereux d'enquêter au Congo sur les armes. C'est même le nerf, c'est le nerf à vif, les armes et les ressources naturelles. Au Congo, les gens de Control Arms collaborent avec des enquêteurs locaux qui tentent de rester le plus discret possible, comme cet homme, Pascal Kalombolo. D'abord, il nous a apporté des munitions en disant « Regardez, voilà ce que j'ai trouvé. Voilà une situation dans laquelle c'était une jeune femme qui avait été violée puis assassinée. » Et il nous avait apporté des munitions et puis même des balles qui n'avaient pas servi pour qu'on puisse les identifier. Mais les milices vont finir par repérer les activités de Pascal. En juillet 2005, ils l'ont assassiné. Enfin, il a été assassiné. C'est par qui? Non, c'est pas par qui. Amnesty International, Human Rights Watch et Frontline ont demandé une enquête indépendante. Pour l'instant, il ne se passe rien. Ce qui est sûr, c'est que tous les milliers de personnes qui, eux, font ce travail-là, oui, leur situation est en danger quotidiennement et encore aujourd'hui. Voilà. Le Congo est sans doute le conflit le plus terrible de la planète et aussi le plus ignoré. Depuis le début, les enquêteurs de Control Arms se sont beaucoup concentrés sur l'Afrique des Grands Lacs. Depuis 15 ans, l'Ouganda et le Rwanda arment des milices qui sèment la mort dans l'est du Congo. Une guerre oubliée dont les pertes civiles dépassent l'imagination. You're talking about the equivalent of one 9/11 massacre every day since. C'est l'équivalent d'un 11 septembre par jour, et ce depuis 10 ans. Voilà le niveau de mortalité au Congo. C'est le conflit qui coûte le plus cher en vie humaine depuis la Seconde Guerre mondiale. On parle d'au moins 4 millions de morts. Mais comme ce sont des Africains, le monde ne voit rien et personne n'en parle. Il y aurait au Congo près de 2 millions de fusils d'assaut. Nous voulions voir par nous-mêmes quel impact ont eu ces armes sur un pays fragile et comprendre comment les armes ont pu briser un embargo. Pas un fusil, pas une balle ne devrait arriver entre les mains des groupes armés. Ce matin de décembre 2007, nous sommes avec l'armée régulière congolaise. Sur les collines juste en face, est retranchée une milice soutenue par le Rwanda dont la frontière est toute proche. L'artillerie tire avec une précision, disons, aléatoire. Hé, vous êtes qui? Hey, il n'y avait pas nos hommes avec toi? Négatif. Qu'est-ce que je fais? Je continue à tirer? Eh, calme-toi, papa. Autrement, tu vas finir par tirer sur nos hommes, là. Aïe, 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 faites vite, faites vite! Non, 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 ne changez pas l'objectif. Vous changez l'objectif, Kakawana. Un peu en bas. Sur les routes, depuis 15 ans, ce sont les mêmes scènes d'exode. Aujourd'hui, les civils dénoncent tous la même milice, des Tutsis, soutenus par le Rwanda. Nous fuyons devant la guerre. Ils veulent nous exterminer.
On dort dans la forêt. Les gens meurent de faim. J'ai accouché dans la forêt il y a 1 mois. Les cartouches. Les cartouches. Les cartouches? Oui. Ça tire? Oui, beaucoup. C'est notre malédiction. Les affrontements entre groupes armés dans l'est du Congo ont chassé 800 000 personnes de leur maison. Les services de santé ont disparu. Pour secourir cette femme dont la fin de grossesse se passe mal, sa famille et ses voisins viennent de traverser une zone de combat. Ils courent vers le prochain village, espérant y trouver une infirmière. On se relaie pour la porter. Il manque d'installation médicale dans leur village? Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'infirmiers dans les villages. Ils ont tous fui à cause des combats. C'est la guerre qui fait comme ça. Et à cause de la guerre, les gens... Les gens ont fui. Mais les combats les ont retardés trop longtemps. Ce soir, le bébé de la femme mourra à l'accouchement. L'hôpital de Rutshuru est géré par Médecins sans frontières. Depuis la reprise des affrontements, les médecins ont ordre de ne plus sortir de l'enceinte. Nous découvrons que la guerre dans son sillage sème un cortège d'épidémies. Ici, c'est le choléra. Ceux qui sont arrivés seront sans doute sauvés. Tous ceux qui n'auront pas réussi à atteindre l'hôpital du fait des groupes armés n'auront pas cette chance. Là, voilà, on a une tente. Donc là, c'est des patients très déshydratés. Ici, à Rutshuru, il n'y a jamais eu de choléra. C'est la première fois qu'il y a eu du choléra depuis très 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 longtemps. Donc c'est vraiment les déplacements de population qui ont créé le choléra. On dit souvent sur la guerre dans l'est du Congo, c'est qu'elle a fait 4 millions de morts. On a du mal à imaginer qu'il y ait 4 millions de gens qui aient été tués par balle, en fait. Non, ils n'ont pas été tués par balle, c'est clair, ils ont été tués, voilà, c'est ça. C'est si on n'arrive pas à intervenir pour gérer les conséquences indirectes du conflit, qui sont des problèmes de nutrition, des épidémies, que ce soit de rougeole ou de choléra, ou gérer le problème de l'accès aux soins primaires, juste que les gens puissent aller chez le médecin et puissent arriver à un hôpital si jamais ils sont vraiment malades. C'est le manque de toutes ces choses-là qui a tué 4 millions de personnes. Et l'ampleur aujourd'hui de la crise au Nord Kivu fait qu'il y a des endroits où on n'y arrive pas, quoi. Dans l'hôpital se trouvent aussi de nombreuses femmes qui ont été violées. On nous demande de ne pas les filmer. Ça fait plus de 5 ans qu'on voit ça, donc on a des programmes sur les victimes de violences sexuelles et c'est l'impunité générale et puis la guerre qui fait que les hommes en armes, quels qu'ils soient, se sentent en droit de posséder tout ce qu'ils trouvent sur leur passage, y compris les femmes. Si tu as la Kalachnikov, tu auras la femme, quoi. Ouais. C'est ça. Très bien, là c'est vraiment positif. Toujours là. Non, il n'y a pas de civils là. Ça c'est un rayon rouge, on ne peut pas avoir les victimes. Les civils ont déjà dégagé, vous les avez vus en tout cas. Bon. Parce qu'ils disent que ça fait 1 mois qu'ils vivent dans la forêt, tout ça. Les gens qu'on a interviewés disent qu'il y a des tirs tous les soirs autour de chez eux et qu'ils vivent dans la terreur depuis 1 mois. En fait. Depuis 1 mois, nous on n'était pas ici. Vous savez que l'ennemi était à la porte des saquets et tout ça, ce sont des positions. Des fosses communes qui ont été tuées. Vous avez trouvé des fosses communes? Bien sûr. Vous pouvez nous les montrer? C'est un peu partout. Attendez dès que nous procédons. Ni mzuri? Inaingia ndani. Sur cette route, nous a-t-on dit, des hommes en armes ont semé la mort pendant plusieurs mois. Les civils reviennent à peine dans les villages. Ils accusent la milice Tutsi contre laquelle se bat l'armée congolaise d'avoir tiré à vue sur les paysans. Propagande ou réalité?
Les villageois nous emmènent dans la brousse. Ils veulent nous prouver qu'ils disent vrai. Là, il y en a 5. Et les Tutsis, ils l'ont tué. Pourquoi? Il est remonté au village, ils l'ont tué. Oui, mais pourquoi? Je ne sais pas. Je sais juste que les Tutsis l'ont tué. Il y en a combien des comme ça dans la région, des morts enterrés? Oui, beaucoup, on ne sait pas exactement. En fait, ils tuaient les gens au hasard, c'est ça? Oui, oui. Oui, les hommes, les jeunes surtout, sans aucune preuve. Les fosses communes de l'Est du Congo sont peuplées de Hutus. Des Hutus tués par des Tutsis. Comme si l'histoire s'était inversée. Souvenez-vous, 14 ans auparavant, au Rwanda voisin, des milices extrémistes Hutus avaient tué en 3 mois 800 000 Tutsis et Hutus modérés. Par la suite, les tueurs Hutus rwandais avaient quitté le Rwanda et ils se sont réfugiés ici, au Congo, au cœur des populations Hutus locales, qui n'avaient aucune responsabilité dans les massacres commis de l'autre côté de la frontière. Et depuis, la guerre n'a jamais cessé. Des milices de Tutsis congolais ont surgi. Ils ont poursuivi les Hutus de leur vengeance. Une guerre de représailles nourrie par un flot ininterrompu d'armes. Il est impossible de résoudre le problème si on ne contrôle pas le flux des armes. Pour faire cesser les massacres, tous les pays du monde se sont solennellement engagés dans le cadre des Nations Unies à appliquer un embargo total sur les armes au Congo. Pas une arme, pas une munition ne doit arriver dans la région des Grands Lacs. Et là, on a toute l'ambiguïté de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations qui sont faites, et puis, pour surveiller l'embargo, on a des jumelles, et puis c'est tout. Donc, on prend des décisions au niveau international, et on ne se donne aucun moyen sur le terrain, sur la mise en place de ces décisions. Seule l'armée régulière du Congo a le droit de s'équiper pour protéger son territoire. Les officiers congolais qui font face aux groupes armés Tutsis affirment que leurs ennemis reçoivent leur équipement du Rwanda, leurs armes et leur tenue militaire. Écoutez, où est-ce que vous croyez qu'ils peuvent recevoir des armes? Ils n'ont aucun soutien interne au niveau de la République démocratique du Congo. Où est-ce qu'ils peuvent tirer des armes? Toutes ces troupes sont entraînées où? Quand je vois que les insurgés portent la tenue de l'armée régulière rwandaise, là où la tenue est passée, les armes sont passées. Là où la tenue est passée, les munitions sont passées. Et les armes sont? Bon, les armes, écoutez, les Rwandais ne fabriquent pas d'armes. Hein. Ils achètent les armes, et les Rwandais achètent les armes, et ils donnent, ils dotent. Et c'est des armes quoi, chinoises? Oh, je sais pas. L'armée congolaise n'est pas tranquille, car la milice Tutsi vient d'attaquer une route vitale, la voie d'accès vers la plus importante zone minière de la région. Il devient à nouveau difficile de se déplacer. Certainement qu'ils ont dû les vaincre. Mais là, c'est proche, hein. C'est proche, super proche, là. L'armée congolaise est en train de perdre la bataille des collines. Et les soldats n'aiment pas beaucoup qu'on soit témoin de leur défaite.
Le lendemain, à la faveur d'une accalmie dans les tirs, nous passons la ligne de front. Nous voulons rencontrer le groupe armé Tutsi, en savoir plus sur leur armement. 2 jours plus tôt, ce village était tenu par l'armée du Congo. Il est désormais désert. Tout le monde a fui. Soudain, entre les maisons vides, surgissent les miliciens. Voilà donc les hommes qui sèment la terreur dans toute la région. Leur chef va refuser de décliner son nom et son grade, mais il répond à quelques questions. On est là pour le boulot. Et vous, d'où viennent vos armes? Les armes, on les récupère sur l'ennemi. Et là, je peux vous garantir qu'après cette bataille-là, avec ce qu'on a pris aux soldats congolais, on a de quoi équiper toute une armée. La population civile souffre beaucoup des combats, vous savez ça? Mais vous savez, parmi les gens qui ont fui, il y a aussi nos frères, nos parents. Nous aussi, nous ne sommes pas heureux de cette guerre. La milice Tutsi se contente donc de récupérer des armes sur ses ennemis et la guerre est pour elle un grand malheur. Nous n'en apprendrons pas plus. Dès le lendemain, nous partons vers le sud. Les routes changent de main tous les 3 kilomètres. Difficile de savoir sur qui on tombe. Il y a des soldats à peu près disciplinés, des milices d'autodéfense des villages, des déserteurs ou des bandits de grand chemin qui rançonnent les civils. Nous avançons en offrant des verres de mauvais cognac et des sourires. Le danger dans ce type de zone rend les conditions de sécurité particulièrement rigoureuses pour les ONG. Il y a ce qu'on maîtrise et puis il y a tout ce qu'on ne maîtrise pas. Et c'est pour ça que les critères d'Amnesty au niveau sécurité sont extrêmement élevés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir en voiture n'importe où. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller dans les villages de n'importe quelle manière, parce qu'on peut imaginer comment certaines milices pourraient essayer d'utiliser, ou alors l'assassinat, ou alors le fait du kidnapping de délégués d'Amnesty. Ces groupes armés affirment protéger les villages contre les agressions des Tutsis. En réalité, ils vivent aux dépens des villageois, notamment en enrôlant de force les enfants. Notre caméra capte un enfant soldat. Son chef s'en aperçoit et lui donne l'ordre d'aller se cacher derrière un arbre. Au regard du droit international, enrôler un enfant est un crime de guerre. Au bout de cette route de montagne, nous arrivons dans le territoire des Hutus rwandais. Une milice dirigée par d'anciens officiers de l'armée du Rwanda. Les plus âgés de ces hommes ont participé au génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Depuis 14 ans, ils ont pris racine au Congo. De jeunes Hutus ne cessent de les rejoindre. Dans un pays aussi pauvre, une arme est aussi un moyen de subsistance. Si les Hutus rwandais ne sont pas accusés de massacrer les populations civiles congolaises, ils sont suspectés d'être à l'origine de nombreux viols. Et s'ils ont accepté de nous recevoir, c'est qu'ils veulent prouver qu'ils tiennent leurs hommes, comme s'ils étaient une armée régulière. Pas excessivement dangereux pour la population civile d'avoir autant de groupes armés en leur sein? Non, ici, ils ont l'habitude de cohabiter avec les hommes armés. Ils savent comment vivre ensemble.
Vous voyez, ici, nous sommes dans la population, mais la population se sent bien. Avec nos armes, ils ne sont pas terrorisés. Mais dans les hôpitaux de Bukavu, vous savez, il y a des femmes qui se plaignent de viols commis par des hommes en armes. Alors d'où ça vient, ça? Nous gérons des hommes, nous ne gérons pas des anges. Il peut arriver qu'il y ait quelques cas de dérapage. Et une fois que l'on identifie le responsable, il est puni sévèrement. Jusqu'à même à la peine de mort. Quelqu'un qui viole, il ne peut pas être toléré là, il sera exterminé sur le champ. Les soldats hutus rwandais seraient près de 6 000 au Congo. D'où viennent leurs fusils? Avec quoi les ont-ils payés? Alors que nous posons cette question sensible au sous-officier, son chef va lui faire un signe discret de la jambe. C'est facile de se procurer des armes ici? Le problème, c'est d'avoir des moyens, d'argent. Comme nous n'avons pas d'argent, il nous est difficile de les acquérir. On a pu se raviter à travers l'ennemi. Ici, dans la zone, il y a beaucoup de guerres. Alors, le moment où nous défendions, nous avons pu attirer notre matériel. C'est ça jusqu'ici. Toujours la même réponse. Les milices affirment prendre leurs armes sur les corps de leurs ennemis, ce qui évite de révéler comment ils ont pu les acheter. Nous filmons discrètement le numéro d'identification sur l'un de leurs fusils d'assaut. Est-ce une arme russe, chinoise? Une seule information identifiable, elle a été fabriquée en 1996. Contrôler les armes, les empêcher d'arriver entre les mains des milices, c'est théoriquement la mission des fonctionnaires des Nations Unies présents au Congo. Il arrive qu'ils soient un peu dépassés par la tâche. On ne sait pas trop vraiment comment on peut définir, n'est-ce pas, disons, la trace de ces armes. Mais toutes les fois, de toute façon, on sait que toutes les rébellions que nous avons toujours connues, elles proviennent souvent du Rwanda. Alors, là, on imagine. Hein, c'est juste une imagination. On se dit que peut-être ça doit avoir pris justement le chemin du Rwanda juste pour atteindre disons, l'est de la RDC. Quand certains miliciens décident de déserter, ils se rendent au casque bleu des Nations Unies et leur remettent leurs armes. Celles-ci sont alors conservées dans un conteneur. La mission des Nations Unies nous autorise à le filmer, à condition de ne pas révéler son emplacement. Fais un gros plan macro là-dessus. Sur les numéros? Ouais. C'est sur les armes. 1974. Avec une étoile. Il y a ici près de 700 fusils d'assaut. Et ce n'est qu'une goutte d'eau. Ok. Belge. Ouais, c'est belge. Il y a le monde entier. Surprise, au fond du conteneur, il y a même un fusil de l'armée américaine. Ça, c'est un M16, propriété du gouvernement américain. C'est une anomalie, car au Congo, il n'y a que des kalachnikovs d'un calibre différent. Nous allons sélectionner une dizaine de fusils dans le stock pour tenter d'identifier leur provenance à l'aide des banques de données des chercheurs qui collaborent avec Control Arms. Tout à fait étonnant. On va prendre le numéro de série. Coup de fil depuis l'hôtel congolais à un de leurs centres de recherche en Belgique. Hello? Yes, Peter? Peter? Yes. Hi, this is Paul. Salut, c'est Paul. 17312, yes. Si tu as une photo, je peux regarder. OK. D'accord, on se parle bientôt. You're welcome. Bye-bye, Peter. Quelques jours plus tard, les informations reviennent par mail. Ils nous ont envoyé un lien vers une de leurs bases de données où sont identifiés les lieux de production des kalachnikovs. Les armes semblent toutes assez anciennes, comme si elles venaient de vieux stocks.
Cette marque-là, un 10 dans un double cercle, est bulgare. Celle-ci, à l'étoile, est russe. Elle vient de l'arsenal de Tula, une usine qui a beaucoup arrosé l'Afrique. Enfin, il y a beaucoup d'armes chinoises. Notamment celle-ci, fabriquée par Norinco. Norinco, souvenez-vous, c'est l'entreprise que nous avions trouvée au salon d'armement Millipol à Paris. C'est important de contrôler la circulation des armes? Oui, très important. Norinco a une image de marque. Nous sommes une entreprise légale en Chine et nous suivons les règles imposées par notre gouvernement. Rien ne prouve effectivement que les Chinois de Norinco aient vendu directement leurs fusils aux milices congolaises. Ceux qui fabriquent ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui vendent ou que ceux qui transportent. Les réseaux de vente d'armes sont étanches, opaques et d'une complexité extrême. Pour remonter la piste des armes au Congo, les enquêteurs de Control Arms s'intéressent plutôt aux avions. Ainsi, en 2004, ont-ils réussi à identifier une livraison de 150 tonnes d'armes à l'aéroport de Goma. Sur cette photo prise discrètement, au moment où les caisses d'armes sont déchargées, ils parviennent à déchiffrer le numéro d'immatriculation de l'avion. Ainsi, leur fut-il possible d'accéder à sa feuille de route et retracer son parcours incroyable dans une sorte de 4e dimension planétaire. Si vous n'y comprenez pas grand-chose, c'est normal. Dans cette affaire, on est tombé sur un montage vraiment bizarre avec l'appareil qui était sur la piste. L'avion était loué par une compagnie du Kyrgyzstan qui venait juste d'être créée pour l'occasion. Mais l'appareil lui-même avait été acheté aux forces armées libyennes. Quant à la compagnie qui avait affrété l'avion, elle était bulgare. Quelques semaines auparavant, ce même appareil avait été utilisé pour livrer secrètement des armes au Népal pour le compte des Américains. Quant à l'intermédiaire qui avait négocié les armes, c'était une entreprise israélienne que nous connaissions déjà, Verona Commodities. En d'autres termes, c'était un cas de figure typique du trafic qui consiste à rediriger secrètement des fusils sur les groupes armés. Les avions suspectés d'apporter les armes au Congo sont souvent aux mains d'hommes d'affaires russes ou ukrainiens. L'un des plus actifs est un ancien des services secrets soviétiques, un certain Viktor Bout. Un homme que les enquêteurs d'Amnesty ont pisté pendant des années. Ce type-là, qui est un des plus grands trafiquants d'armes au niveau mondial, la seule photo qu'on avait de lui, c'était une photo où justement il était devant un Antonov 26 et il était en train de livrer des armes. Ces types-là veulent absolument être invisibles, à tel point que Viktor Bout avait fait passer l'information il y a 2-3 ans en disant qu'il avait été tué, justement pour disparaître. Depuis le milieu des années 90, les Antonov des transporteurs russes sillonnent dans le plus grand secret les zones de conflit de toute la planète. Les enquêteurs d'Amnesty ont été parmi les premiers à prendre quelques risques pour amasser les preuves de leurs activités. Mais Viktor Bout et ses semblables vont finir par attirer l'attention des enquêteurs américains. À Washington, une cellule d'investigation est constituée au département d'État. Le président Bill Clinton y nomme Jonathan Weiner. Celui-ci surveille l'apparition des premiers réseaux criminels post-communistes. Avec l'écroulement du bloc de l'Est, brusquement, plein de gens qui auparavant recevaient des ordres d'un État communiste sont soudain devenus indépendants. Des anciens du KGB, spécialistes des opérations internationales, se sont transformés en entrepreneurs.
Ils avaient accès au stock et notamment aux usines d'armement. Cet homme a longtemps vendu de l'armement pour le compte de la France. C'est un marchand légal, en quelque sorte. Mais juste après la chute du mur, il était en Pologne, quand les officiers de l'armée rouge ont commencé à proposer leur stock d'armes aux plus offrants. À un moment donné, dans l'Europe de l'Est, on a considéré que c'était comme du pétrole. Si vous voulez, ça se vendait bien et ça rapportait gros. J'ai vu dans des hangars ce qui était proposé en fait à la vente par un officier supérieur peu scrupuleux. Et il y avait dedans des caisses et des caisses dans ce hangar, des caisses et des caisses d'armes de poing, enfin d'armes individuelles. Là, il y avait des transporteurs qui s'étaient spécialisés dans ce genre d'opération, qui, en sachant pertinemment ce qu'ils faisaient, disaient « moi je transporte, je ne fais rien d'autre, je suis un saint ». Ces hommes d'affaires pouvaient vous avoir des armes très vite, pour pas cher, pas de paperasse. Et que demander de mieux quand vous êtes un groupe armé plongé dans une guerre civile ou des terroristes, ou que vous avez pris le contrôle d'un territoire avec du bois exotique ou du pétrole ou du minerai précieux. Eux, c'est cash and carry, c'est-à-dire qu'il faut payer tout de suite pour pouvoir prendre les armes. Donc l'intermédiaire a énormément d'importance dans ce domaine. Victor Bout a transporté des armes en Afghanistan et en Afrique. Mais il lui arrivait aussi de louer ses avions à des organisations humanitaires, voire à des gouvernements occidentaux. Il aurait même, en 2004, livré du matériel en Irak pour un sous-traitant de l'armée américaine. C'est très pratique. Si vous êtes un criminel ou juste un homme d'affaires qui travaille dans les zones noires ou grises du marché, de travailler aussi pour des gouvernements fréquentables. Parce que si vous travaillez pour un gouvernement le mardi, du coup, le mercredi ou le jeudi, ça vous permet de faire vos affaires tranquillement. Les autorités vous disent « Ah oui, vous travaillez pour les Anglais, on vous connaît. Les Anglais nous ont dit que vous travaillez bien pour eux, donc pas de problème. » Retour auprès de la milice Hutu au Congo. Ont-ils eu recours aux entrepreneurs du bloc de l'Est? Et si oui, avec quoi payaient-ils leurs services? Ils vont finir par avouer que les bandes armées de la région paient leurs armes grâce au trafic de métaux précieux. Kalachnikov contre minerais. La mission des experts de l'ONU sur le Congo parlait de négociants russes qui apportaient des armes au groupe armé. Est-ce que c'est exact? C'est possible, peut-être même en déterminant ce que c'est. On partait en échange avec la matière, alors que nous, les FDLR, nous gardons à tout prix d'entrer dans la gestion de ces matières. D'accord. Ce que vous dites en fait, c'est que d'autres groupes armés ont eu recours à ce système-là, qui est ressources minières contre armes, c'est ça? Oui. Il y aurait sans doute beaucoup moins d'armes au Congo si son sous-sol était plus pauvre. Diamants, or, coltan, cassitérite, c'est ce minerai précieux qui aiguise toutes les convoitises. Les bandes armées, les officiels corrompus et aussi les entreprises occidentales respectables et les puissances régionales comme le Rwanda et l'Ouganda. Sans ce minerai, il n'y aurait sans doute pas de guerre. Ici, les hommes en armes, quels qu'ils soient, prélèvent leur dîme sur le travail des creuseurs. Et même les enfants ont cessé d'aller à l'école pour travailler dans les mines. Une portion de l'argent dégagé par ce minerai va servir à acheter des fusils et des munitions. Vous savez à quoi ça sert tout ça? Non, on n'en sait rien. On a une tête à aller en Europe, nous? En 2003, les Nations Unies ont demandé officiellement aux hommes d'affaires occidentaux de ne plus acheter de minerai congolais et de ne pas le transporter. Bref, de cesser d'entretenir la guerre. Certaines entreprises ont bel et bien accepté de se retirer. Mais reste une liste noire. Ceux qui n'ont même pas souhaité réagir aux demandes de l'ONU. Sur cette liste, on trouve, bien sûr, le transporteur d'armes russe, Victor Bout. Mais aussi des entreprises on ne peut plus légales. Et même, à notre grande surprise,
Une entreprise française, SDV Transintra. Dans l'est du Congo, SDV est une entreprise de transport de premier plan. À Goma, leur bureau se trouve juste à côté d'un comptoir de minerai. Nouvelle surprise, SDV est une filière à 100% du groupe Bolloré. Et cette rue, apparemment très tranquille, est un lieu de haute tension. Tout autour, des hommes montent la garde. Vous n'avez pas le droit de me filmer, monsieur, ça va? Je ne savais pas que vous étiez... Arrête, je dis arrête. Attends, moi là. Amène l'appareil, faites attention. Attendez, non, Non, monsieur, quand même. je suis journaliste. Monsieur, je suis journaliste. Vous êtes journaliste, j'ai une autorisation de travailler. L'autorisation. On va vérifier ça au bureau. Attendez, Nous réussirons à sauver notre caméra, mais nous n'insistons pas pour interviewer les responsables de SDV. La leçon du Congo, c'est que même les entreprises dont les activités sont légales, comme c'est le cas de SDV, se retrouvent embourbées dans un conflit nourri par une économie du pillage. Quant aux trafiquants d'armes internationaux, ils se jouent des frontières et profitent du chaos. Nouveaux chevaliers noirs de la mondialisation, ils ont même inspiré Hollywood. Repéré au Congo, pourchassé par la justice américaine, l'insaisissable Victor Bout a inspiré le personnage de Lord of War, incarné à l'écran par Nicolas Cage. À la suite du film, Cage a tenu à enregistrer un message pour Amnesty International. In the film Lord of War, I played an unscrupulous arms dealer named Yuri Orlov. His only concern was to get rich, even if it meant selling guns to warlords and terrorists who recruited children to become soldiers. Sadly, this isn't just another imaginative Hollywood movie script. The film's writer and director, Andrew Nichols, said that the Orlov character was actually based on 5 real arms traffickers who continue to ply their deadly trade today. Parmi les trafiquants ayant inspiré le film, un Ukrainien bien connu des enquêteurs de Control Arms. Ça, c'est une photo de Leonid Minin. Il a été arrêté parce qu'il trafiquait des armes et des diamants. Sans la mésaventure qui lui est arrivée dans la petite ville italienne de Monza, l'intermédiaire ukrainien Leonid Minin serait resté un personnage de l'ombre. Voici l'histoire incroyable de l'arrestation accidentelle de ce négociant en armes. Une histoire symbolique aussi de l'impunité de ces intermédiaires et surtout de l'impuissance des justices nationales. Tout a commencé ici, dans la banlieue de Monza. Un soir d'août 2000, dans cet hôtel à l'époque propriété de Leonid Minin, un coup de téléphone pour tapage nocturne entraîne la visite d'une patrouille de carabiniers. Les fonctionnaires italiens ne s'attendent sûrement pas à une telle pêche miraculeuse. On a trouvé non seulement de la cocaïne, mais M. Minin était aussi en compagnie de femmes, enfin, des filles. Et puis on a trouvé en possession de M. Minin, dans cette chambre d'hôtel, des diamants. Et au cours de cette intervention policière, on a saisi une valise avec des documents. Cocaïne, jolie fille, diamants. Mais qui est cet Ukrainien qui semble sorti d'un film de Tarantino? Grâce à Interpol, la justice italienne va être vite renseignée. Leonid Minin, mafia d'Odessa, crime organisé. Sur ces rares images de Minin en vidéo, on l'aperçoit en train de s'intéresser à une démonstration d'armes de poing. Les Italiens vont vite découvrir que Minin est un de ces nouveaux entrepreneurs de l'Est, plein d'imagination et sans scrupules. Dans la mallette saisie dans sa chambre, ce document. Un bon de commande un peu particulier, signé par le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. 5 millions de cartouches. 10 000 grenades.
200 lance-roquettes RPG, 10 500 fusils Kalachnikov. Adressé à la compagnie aérienne des associés de Minin, ce bon de commande officiel autorise le transport d'armes d'un État à un autre. Rien d'illégal a priori. Mais les Italiens vont vite soupçonner que la Côte d'Ivoire est en fait une couverture pour un trafic. Un grand classique. Les armes n'étaient pas destinées au pays indiqué sur ce certificat, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, mais manifestement à une autre région. Saisi par les policiers, l'un des passeports de Minin fait état de plusieurs voyages récents dans un pays voisin de la Côte d'Ivoire, le Libéria. À cette époque, en 2000, le Libéria est accusé par la communauté internationale d'attiser la guerre civile qui fait rage en Sierra Leone. Une guerre d'une sauvagerie inouïe qui ravage le pays depuis 10 ans. 200 000 morts, 2 millions de déplacés et surtout des crimes de guerre abominables. Viols, amputations, enrôlement de milliers d'enfants soldats. En 2000, la Sierra Leone est soumise à un embargo strict sur les armes décrété par l'ONU depuis 3 ans. Au Libéria voisin, où Léonide Minin s'est rendu 2 mois avant son arrestation, le président Charles Taylor est accusé par l'ONU de livrer des armes aux rebelles de Sierra Leone et donc de violer l'embargo international. L'ONU affirme qu'en échange de ces armes, la guérilla paye le président Taylor en diamants. On les appellera plus tard Blood Diamonds, les diamants du sang. Que faisait Léonide Minin en mai 2000 au Libéria? C'est ce que cherche à comprendre la justice italienne qui l'a arrêté. Était-il venu pour y livrer les armes prétendument destinées à la Côte d'Ivoire? Contacté par la justice italienne, l'ONU confirme qu'il s'agit bien d'un trafic. Ce que les enquêteurs des Nations Unies ont dit, c'est que Léonide Minin et d'autres intermédiaires amenaient ces armes, arrangeaient la vente et la livraison vers le Libéria, et que de là, tout ou partie de ces armes était transférée en Sierra Leone pour les rebelles. C'est avec cet avion, propriété de Léonide Minin, que l'Ukrainien transporte des armes au Libéria depuis les États voisins où il les fait parvenir. Des photos prises lors d'une livraison par des membres d'équipage ont été remises aux enquêteurs de l'ONU, puis communiquées aux Italiens. On y aperçoit des caisses d'armes. Je dirais que nous avions récolté suffisamment d'éléments pour l'émission d'un mandat d'arrêt contre M. Minin, mais aussi pour la préparation d'un procès. En quelques semaines, Minin est passé d'un délit de détention de cocaïne à la qualification de trafic d'armes international. Son procès annoncé est une victoire pour tous ceux qui se battent contre l'impunité des marchands d'armes. Un procès qui, espère-t-il, sera instructif, exemplaire et dissuasif. Mais la déception va être à la hauteur de l'espoir. La Cour de cassation, c'est-à-dire la Cour suprême italienne, a rendu une décision qui déclarait l'incompétence de la justice italienne dans le cadre d'un trafic d'armes international. Non pour une raison de manque de preuves, mais pour une question de procédure, c'est-à-dire que le trafic d'armes international qu'a pu organiser un étranger présent sur le sol italien n'est pas un délit dont peut s'occuper la magistrature italienne. Minin est libéré au bout de sa peine pour détention de cocaïne, 1 an plus tard. Dans beaucoup de pays, il est impossible de poursuivre les vendeurs ou les intermédiaires si les armes ne passent pas physiquement par le pays où ils ont fait leur deal. Tant que les armes sont quelque part, en terre étrangère, les autorités ne peuvent pas vous poursuivre. C'est pour ça qu'il a été relâché. Du passage de Léonide Minin en Italie, ne restent que les diamants saisis par la police.
Les carabiniers ont accepté de nous les montrer. Chacun a été expertisé par l'Institut de gémologie italien. Celui-ci a été estimé à un prix de 200 000 €. Le commanditaire des armes, le président du Liberia, Charles Taylor, a depuis été arrêté et jugé pour crime de guerre par la Cour internationale de La Haye. Tous ses avoirs financiers, mais aussi ceux de ses complices, ont été gelés par les sanctions de l'ONU. Également visé par ces sanctions, Léonid Minin, désigné par l'enquête internationale comme un soutien du régime de Taylor. Ces sanctions l'ont placé dans l'impossibilité de retirer un seul euro dans une banque de l'Union. Minin a donc dû quitter l'Italie avec femme et enfants et résiderait en Israël. Au cours de l'enquête, un de nos contacts nous a communiqué un numéro de téléphone portable qui serait celui de Léonid Minin. Good evening, Mr. Minin? Yes. Yes, hello. I'm calling you from France. Surpris de le joindre aussi facilement, nous lui avons proposé de s'expliquer. I would like to ask you if you would agree to give me an interview in Israel. No, because I don't trust journalists, with all my respect. But they didn't give, you know, from facts what they put on me, only right thing was my name sometimes. You never were involved in arms trade. Absolutely. So it means that everything that has been said by the United Nations is crap. Absolutely. They have proved it, but United Nations doesn't have any proof. And what happened, all the documents that were seized by the Italian justice? But Italian justice says that I am not guilty in anything, and they let me free. Well, they didn't say that exactly. They said that they could not, they didn't have the legal instrument to make a trial. No, they have had a lot of instruments, believe me. I was them very good target, and real people continue to do these things. Allah, who are the real people who do this? I mean, this is not my business. Hey, you mean? Even if I know, I will not tell you, by the way. Why? Because you cannot help me and nobody can help me. Yeah, but what I don't really understand is your position. Like, you never met President Taylor, you never... President Taylor, I never say you. First of all, you never asked me about it. Second of all, if you ask me or I met President Taylor, I did meet President Taylor. I never thought that I did not. Look, I don't want to discuss about all these things. Nobody can help me, nobody want to help me. For this, I don't think that we will talk about all these things. Bye. Dans le film Lord of War, inspiré en partie par Minin et par le trafiquant russe Viktor Bout, le vendeur d'armes échappe sans cesse à la justice internationale. Mais en Thaïlande, le 6 mars 2008, la réalité est venue démentir la fiction. L'information fait le tour du monde. Viktor Bout, considéré comme le plus grand trafiquant d'armes de la planète, a été arrêté à Bangkok. Bout est tombé dans un piège. Un piège tendu par des agents américains et la police thaïlandaise. Il était accusé depuis des années par l'ONU, Amnesty International et les États-Unis de violer les embargos, notamment en République démocratique du Congo. Pour les ONG, l'arrestation de Viktor Bout est un symbole et un encouragement. Retour à Londres. Au siège d'Amnesty International, la journée s'achève. Une journée d'enquête, de ce travail de fourmi qui se poursuit malgré l'arrestation de Viktor Bout.
veillée d'armes au peuple du coin. Dans quelques jours, Brian, Hélène, Saoro s'envoleront pour New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Ils veulent y surveiller l'avancée d'un projet de traité international sur le commerce des armes. Un but qu'ils poursuivent depuis des années, mais qui semble parfois certains jours bien difficile à atteindre. Ça fait partie du job, vous savez. Dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais jours. Ça rend le travail plus intéressant et excitant. Chaque jour, il faut trouver l'énergie de recommencer. Je trouve ça très énervant quand on discute avec des diplomates ou des ambassadeurs à l'ONU qui vous disent que les droits de l'homme, c'est un débat mineur, que vous êtes idéaliste. C'est vrai que chaque jour, on a des informations sur l'usage abusif des armes, sur les choses horribles que subissent les gens. Mais on voit aussi que ça évolue. Et donc on vit dans un certain niveau d'optimisme. On se dit qu'on peut quand même avoir une influence. Et on se dit aussi que si des gens ordinaires nous rejoignent, on peut changer le monde. C'est vraiment possible. Pour changer le monde, la première guerre à gagner est celle de la communication. Lancée en 2003 à Londres, la campagne Control Arms a utilisé tous les moyens possibles pour attirer l'attention de l'opinion publique mondiale. D'abord dans les médias occidentaux, avec des opérations spectaculaires symbolisant un commerce des armes devenu hors de contrôle. Ensuite, à travers des manifestations coordonnées par 126 ONG dans 131 pays, en Afrique, en Asie, en Océanie. Autant de pression sur les autorités locales en vue de les sensibiliser au contrôle des armes. Enfin, grâce au soutien de la campagne par des célébrités sollicitées dans le monde entier. Left home at the age of 7. 1 year later, I leave with an AK-47 by my side. Slept with one eye open wide. Run dark, play dead and high. En France, c'est Lilian Thuram qui est l'une des icônes de la campagne. Vous pensez que ça va marcher ce traité ? Écoutez, je l'espère. De toute façon, on est parti de très loin, non ? Une pétition lancée sur Internet a recueilli 1 million de signatures dans 160 pays, mais aussi 1 million de visages. Ces éléments ont été remis à Kofi Annan en 2005 par le millionième signataire. From all over the world, I present to you 1 million faces of people who want tough control on arms transfer. Thank you. Résultat inespéré, 153 pays sur les 192 de l'ONU se sont déclarés en faveur de ce projet de traité. Désormais, ce rêve de changer le monde est devenu réalité. Une réalité en discussion à l'ONU, le début d'une incroyable bataille diplomatique. La communauté internationale va-t-elle s'entendre sur un traité mondial qui interdirait d'exporter des armes à des régimes coupables de violations massives des droits de l'homme ? Un traité qui permettrait de poursuivre en justice les intermédiaires qui profitent de l'absence de justice internationale. Un traité enfin qui permettrait de mieux contrôler les embargos votés à l'ONU. C'est l'objectif des organisations engagées dans cette campagne. Admises à l'ONU au titre d'observateurs, ces ONG ont comme moyen de pression la précision des enquêtes coordonnées par Brian Wood, qui souvent font scandale dans ces couloirs. Mais pas seulement.
Ils sont aussi de redoutables lobbyistes, comme Anna MacDonald de l'ONG Oxfam, engagée avec Amnesty International dans cette bataille. Mon travail, c'est juste de faire 50 choses en même temps. C'est pour ça que je suis ridicule avec mes 2 téléphones portables. J'ai assez de technologie pour diriger un petit bureau. Je vous envoie ça dans 5 minutes. Si vous pouvez le transmettre à l'ambassadeur Barry, et vous pouvez me rappeler s'il est d'accord pour avoir cet entretien aujourd'hui parce qu'on est débordé. Que faites-vous, Anna? Vous avez l'air tellement occupée. J'essaye de caler des rendez-vous avec des ambassadeurs aujourd'hui. Mais ils sont toujours entre les conférences ici et leur bureau, où ils font leur travail quotidien. Donc c'est une vraie course. De son côté, Brian Wood est lui en discussion avec un diplomate hollandais qui doit prendre la parole dans quelques minutes à la tribune des Nations Unies. Leurs enquêtes sont très sophistiquées. Il y a des citations que nous pouvons utiliser dans nos propres discours. Ils donnent des statistiques fascinantes qui rendent très claire la problématique. Et ils font le lien avec le monde extérieur, où le problème des armes est très grave. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et délégués, les trafiquants d'armes circulent aujourd'hui partout où les lois sont faibles. Les enquêtes et les arguments des enquêteurs de Control Arms se retrouvent ainsi exposés au cœur de l'ONU. Mais le travail diplomatique ne fait que commencer. Aujourd'hui, on en est au stade où le concept du traité est en discussion, mais où la négociation sur le texte lui-même n'a pas encore vraiment commencé. Donc on discute du panorama général, du contenu de ce traité, de quelles armes seront concernées. Est-ce que cela couvrira les grandes armes conventionnelles, les armes légères? Est-ce qu'on va y inclure les munitions, les explosifs ou d'autres équipements militaires? Est-ce que cela va concerner les équipements à usage double, civils et militaires? Et aussi les matériels qui servent à fabriquer des armes? Voilà, ça c'est les grands enjeux. Une minorité d'États s'est jusqu'à présent abstenue sur ce projet de traité. Nous avons tenté de recueillir auprès de ces États réticents quelques bribes de conversation, mélange de courtoisie et de langue de bois diplomatique. You have to look at our arguments, at the timing. We need good timing. We need proper international climate. Chinese is against the treaty. This is a US-based television. No, it's a European television. And you know we are with NGOs who accuse China to sell weapons in Africa. So that's why we wanted to discuss that. You know. I have to first discuss. Okay. Last year, I think we were abstention in this resolution. But this year, maybe we will change our view because, it is according with our meeting with, Arab groups and this non-alignment group because we are a member of both the groups, La Chine, l'Iran, l'Irak, la Russie restent pour l'instant sur une position prudente d'abstention. Un seul État a manifesté une opposition frontale au traité. The Honorable Mr. John Bolton, Under Secretary for the Arms Control and International Security of the United States of America. Ce pays, c'est les États-Unis d'Amérique. Lors des premiers textes soumis à l'Assemblée générale sur le contrôle des armes, l'ambassadeur John Bolton a refusé l'essentiel des dispositions de la communauté internationale.
Excellences, honorables délégués, je suis honoré de présenter la position des États-Unis à cette conférence sur le commerce illicite des armes légères. Nous ne sommes pas en faveur des campagnes internationales développées par les organisations non gouvernementales. Nous sommes contre toute restriction du commerce légal des armes légères, ainsi que toute interdiction de possession d'armes légères par des civils, ou toute restriction du commerce des armes en direction des gouvernements. Mais qui est John Bolton? Nommé par Bush ambassadeur à l'ONU en 2005, il a été chargé de torpiller tous les traités multilatéraux, et en particulier celui sur le commerce des armes. Nous avons retrouvé une vidéo qui a circulé sur Internet. C'était en 1994, John Bolton y exposait sa vision de l'ONU. Édifiant. Il n'y a pas de Nations Unies. Il y a une communauté internationale qui, à l'occasion, peut être dirigée par le dernier vrai pouvoir mondial, les États-Unis. Quand les États-Unis dirigent, les Nations Unies suivent. Et nous ne dirigeons que quand ça correspond à nos intérêts nationaux. Bolton a le mérite de la franchise. Et il ne cache pas son jeu. En 2007, il est même l'invité d'honneur du congrès annuel du lobby pro-armes américain, la National Rifle Association. Nous l'avons rencontré à Washington. Pourquoi est-ce que c'était si important pour les États-Unis de ne pas s'associer au reste du monde en signant ce texte ? Les États-Unis ont une constitution qui dit explicitement dans le deuxième amendement que le droit du peuple à porter une arme ne peut pas être remis en cause. Et cela ne vient pas du moment où la Constitution a été écrite, mais vraiment cela remonte à l'histoire des États-Unis. C'est un droit de posséder une arme à feu. Le droit des Américains à porter une arme sur leur territoire serait donc la principale raison de leur blocage. Mais dans un livre paru en 2007, John Bolton donne un autre argument. Il explique que les États-Unis doivent pouvoir, partout dans le monde, fournir des fusils quand ils le décident à des bandes armées. C'est une constante de la politique américaine depuis 30 ans, faire la guerre par milices interposées. Pour les besoins de la propagande, ces bandes armées sont baptisées combattants de la liberté. Quand vous armez des milices ou des combattants de la liberté, vous utilisez toujours des canaux légaux ? La décision vient toujours du gouvernement américain, que ce soit une opération secrète de nos services d'espionnage ou du ministère de la Défense. Notre problème, c'est qu'on est tellement transparent qu'il est difficile de conduire des opérations clandestines, même quand on souhaite le faire. Les États-Unis ont été condamnés par le tribunal international de l'ONU pour avoir illégalement armé un groupe d'extrême droite qui a déstabilisé le gouvernement légal du Nicaragua et tué 20 000 civils. Vous donnez l'exemple des Contras au Nicaragua, et alors que la communauté internationale les considérait non pas comme des combattants de la liberté, mais comme des terroristes. Les États-Unis ne les considéraient pas comme des terroristes. Nous avons fourni des armes aux Contras. Pour le reste du monde, c'était des terroristes. C'est le point de vue du reste du monde, mais les États-Unis prennent leurs propres décisions. Mais à la fin, qui décide qui est un combattant de la liberté ou qui est un terroriste? C'est vous, les États-Unis? Notre principe, c'est que le droit d'avoir des armes est protégé aux États-Unis. Et nous pensons que ce principe doit pouvoir être appliqué ailleurs. Si un pays en Europe décide qu'il veut interdire la possession d'armes à feu par les citoyens, c'est son droit souverain. Mais c'est notre droit souverain à nous de l'autoriser chez nous. Isolés diplomatiquement, les États-Unis peuvent-ils bloquer le traité? Retour au couloir de l'ONU. 80% des États membres soutiennent le principe de ce texte. Et à en croire les diplomates qui œuvrent activement pour ce traité, les Américains finiront par suivre. Je ne pense pas qu'ils puissent bloquer ce traité. Il y a 153 nations qui ont voté pour,
C'est une norme internationale, quoi qu'on en dise. Jamais les États-Unis ne pourront le bloquer. Ils peuvent l'ignorer, ce que nous n'espérons pas, mais vous savez, maintenant, une partie de l'establishment américain commence à réaliser que c'est utile également pour eux. Des propos rassurants. Mais les opposants au traité n'ont pas baissé la garde. Tout au long de l'Assemblée générale de l'ONU, nous avons observé l'étrange balai d'un lobbyiste américain. Présent à toutes les réunions sur le traité, il était accompagné par un homme, ici à sa gauche, membre de la NRA. La NRA, National Rifle Association, c'est le puissant lobby des possesseurs d'armes à feu aux États-Unis, dont le poids est très important au moment des élections. Bob Barr, c'est son nom, est jusqu'à présent très satisfait du refus américain et de l'intransigeance de John Bolton. Même si beaucoup de gens ici n'aiment pas John Bolton, il a été très clair dès le début du processus. Et nous, aux États-Unis, nous avons le deuxième amendement. Et nos lois sont très différentes. Ceux qui ont lancé la campagne Control Arms espèrent que le nouveau président américain changera d'attitude. En maintenant la pression sur les diplomates, ils veulent se battre jusqu'au bout pour la rédaction de ce texte. Si ça avance bien, la négociation sur le texte du traité commencera en 2010. Je sais que pour les gens ordinaires, les gens qui souffrent, c'est très loin. Mais aux Nations Unies, il faut convaincre tous les gouvernements en même temps. Ce sera la première fois qu'il y aura une obligation légale pour les États de respecter certaines règles quand ils transportent des armes. Ce sera vraiment un pas très important pour l'humanité. Un pas immense. En cette belle journée d'automne new-yorkais, les armes, comme chaque jour, ont tué des milliers de personnes sur la planète, permis des viols, des déplacements forcés de population et bien d'autres conséquences indirectes. Après 3 semaines de marathon diplomatique, ces ONG qui espèrent modifier la loi internationale se sont séparées en attendant le prochain rendez-vous. Ce sera en octobre 2008. Ils reviendront à New York, soutenus par des centaines d'ONG africaines, asiatiques ou sud-américaines. Entre-temps, inlassablement, ils vont poursuivre leurs enquêtes sur la face cachée du commerce des armes. Go! Oh! This place there.